Tout d'abord, comment venir en Norvège ? Alors évidemment, vous pouvez venir en avion, il y a des vols directs Paris-Oslo, il y a quelques vols directs aussi Paris-Bergen, c'est 2 heures, entre 2 heures et 2h20 de vol depuis Paris. Et en fonction des périodes, il faut compter entre 250 et 400 €, je dirais, à peu près par personne, aller-retour. Mais il est aussi possible de venir en voiture. Alors je ne vais pas vous redonner tous les détails dans cet épisode, puisque j'y ai déjà consacré un article et un épisode de podcast entier. Donc je vous renvoie vers l'article sur le site qui s'appelle « Venir en Norvège en voiture » qui se trouve dans l'onglet « Tourisme info pratique » et aussi sur l'épisode numéro 24 du podcast qui s'appelle « Avoir une voiture en Norvège » et toute la première partie en fait du podcast concerne le côté touristique. La seule chose à laquelle il faut faire attention si vous venez en voiture, c'est que si vous venez en automne ou en hiver, les 4 pneus hiver sont obligatoires du 15 octobre au 15 avril. Donc si vous comptez rester un peu longtemps, je dirais entre 10 jours, 15 jours ou plus, et que vous devez louer une voiture sur place, du coup ça peut être intéressant de faire le calcul pour savoir si ça peut valoir le coup de venir avec votre propre véhicule, même si vous perdez 2 jours, donc 4 jours aller-retour de voyage, ça dépend vraiment de ce que vous faites, en fonction de si vous avez des enfants, si vous avez beaucoup de matériel à amener. Si vous devez louer toutes ces choses-là sur place, du coup ça vous reviendra moins cher de venir directement avec votre propre véhicule. Deuxième point, quand venir en Norvège ? Ça c'est une question que je reçois vraiment très très souvent, c'est est-ce que la Norvège c'est mieux l'été ou l'hiver ? Donc, évidemment c'est compliqué, voire impossible de répondre à cette question. Moi, j'adore les 2 saisons. C'est simplement que si vous venez en été ou en hiver, évidemment, non seulement vous irez peut-être pas aux mêmes endroits, mais vous ferez peut-être pas la même chose. Donc, commençons par le côté été. Donc c'est vrai que l'été, le plus souvent, les gens font les trips autour des fjords, dans la région des fjords, dans le centre, dans le sud-centre de la Norvège. Mais c'est vrai que c'est une région qui est vraiment aussi très belle l'hiver. J'ai eu la chance de faire des tours en tant que guide dans les fjords été comme hiver. Et c'est vrai que c'est vraiment très très chouette l'hiver aussi. La seule petite remarque que je vous ferai concernant l'été dans les fjords en Norvège, c'est de faire attention au côté trop de touristes en fait. Parce que ça alors c'est pas un problème hein, évidemment parce qu'on a besoin des touristes et on est très content d'avoir plein de touristes en Norvège parce que c'est un pays magnifique qu'on est très fiers de montrer aux gens, on est fiers de raconter l'histoire, etc. Simplement, depuis plusieurs années, la Norvège est un petit peu victime de son succès, je dirais. Et il y a carrément, pour les Chinois, il y a carrément un syndrome, je me rappelle plus du nom, c'est un peu comme le syndrome qu'ils ont à Paris, là où ils sont choqués de voir Paris tel que c'est pas la carte postale qu'on leur avait présentée. Et en fait, il y a un petit peu ce syndrome-là aussi l'été, en Norvège, dans les régions les plus touristiques, parce que les petits villages, là je prends le plus visité, le plus courant, le plus connu, dans la région des fjords, Flåm, le petit village de Flåm, et c'est vraiment un village minuscule qui est envahi de touristes l'été. Et en fait, c'est un endroit, en général, que les gens n'aiment pas. Parce que il y a vraiment beaucoup de touristes. Et du coup, ça rend ce village vraiment bizarre. Parce qu'on se retrouve... Flåm, c'est quand même un des endroits les plus beaux de Norvège. On est à 205 km au bout du Sognefjord. Donc, c'est vraiment incroyable comme endroit. Simplement, j'ai même pas les chiffres. Je me rappelle plus du nombre de touristes qui y passent. Mais quand on arrive là-bas, c'est rempli de bus, de touristes de partout dans le monde, mais c'est vraiment bizarre en fait. Et je sais qu'il y a quelques agences de voyage qui ont eu des soucis
Parce que beaucoup de gens se sont plaints de ça, parce qu'ils vendent des séjours au calme, paisibles, dans les fjords, au milieu de la nature, etc. Et puis en fait, quand ils arrivent dans ces endroits-là super touristiques, c'est pas paisible du tout, c'est pas calme du tout, et on rencontre aucun Norvégien surtout. Parce que dans les boutiques, dans les restaurants, sur les ferries, et l'été, en fait, il y a tellement de monde que la Norvège recrute à fond des étudiants, des jeunes de partout et de toute nationalité. Et en fait, il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent, et on rencontre très peu de Norvégiens, en fait, pendant l'été. Donc ça, ce serait un de mes conseils. C'est vrai que l'hiver, pour le coup, c'est vraiment différent, et là, on rencontre beaucoup plus les locaux. Un de mes conseils, donc, ce serait de prendre cette région des fjords, effectivement, qui est magnifique, mais d'essayer de sortir un petit peu des sentiers battus. C'est pour ça que j'ai beaucoup filmé quand je suis allée à Fjærland et que je vous prépare des reportages, parce que Fjærland, typiquement, c'est un petit village qui est pas du tout connu. Moi, j'ai eu la chance de découvrir ce village avec Arte, quand j'ai travaillé pour le film Norvège, l'appel du merveilleux, avec Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos. Et c'est un village qui est vraiment isolé au milieu des fjords, mais qui est pas loin de plein d'autres coins très connus. Et il y a même beaucoup de Norvégiens qui connaissent pas ce coin-là. Là, quand on leur disait qu'on allait à Fjærland, ils nous disaient d'accord, ok, c'est où en fait? Donc ça, c'est vraiment un conseil, c'est que si vous voulez aller visiter certains coins, essayez de vous poser en fait autour, ailleurs, à quelques kilomètres, et là vous serez plus tranquille et vous aurez vraiment ce côté Norvège calme, serein et la nature. Par rapport aux saisons, le point auquel il faut faire attention, comme partout ailleurs dans le monde, mais c'est la période des vacances scolaires. Alors en Norvège, c'est de fin juin à mi-août à peu près. De mi-juin à mi-août, ça dépend des années, mais c'est autour du 20 juin en général, et puis ça reprend entre le 15 et le 20 août. Donc du coup, pendant cette période-là, évidemment, il va y avoir beaucoup de monde, parce qu'il y a déjà les Norvégiens qui restent en Norvège pour voyager, plus tous les autres touristes étrangers. Donc un de mes conseils, ce serait, si vous pouvez, si vous n'avez pas d'enfants qui doivent respecter les vacances scolaires, d'essayer de venir en Norvège hors de ces périodes. Je dirais que la meilleure période pour venir l'été, en dehors de ces périodes de rush, en sachant que vraiment le mois de juillet, c'est vraiment le gros rush, de fin juin à début août, c'est vraiment le gros rush, ce serait de venir début juin, entre fin mai et début juin, sachant qu'il faut faire attention avec le mois de mai, parce que c'est vraiment la transition entre le printemps et l'été. Et certaines routes de montagne ouvrent vraiment très tard, et c'est arrivé quelquefois que des routes très connues, comme la route des Trolls, ouvrent tout début juin, parce que jusqu'à fin mai, il y avait encore de la neige. C'est aussi très sympa de venir visiter la Norvège après cette période de rush, du coup, après mi-août. Le point auquel il faut faire attention, c'est que là, à l'inverse, vous allez avoir pas mal d'endroits qui vont fermer assez tôt dans la saison, c'est-à-dire que pas mal d'hôtels, de restaurants et de musées qui se trouvent dans les zones touristiques, vraiment dans le centre de la Norvège, dans des endroits où il se passe pas grand-chose le reste de l'année. En fait, ces endroits-là, ils ferment très souvent fin août, début septembre. Je dirais qu'à partir du 15 septembre, vraiment, c'est compliqué de trouver des hôtels, des restaurants ou des musées qui sont encore ouverts dans ces régions-là. Donc c'est pas partout, évidemment, c'est que certains endroits, mais en tout cas, il faut faire attention à ça, parce que vous pouvez vous retrouver face à des hôtels ou à des restaurants fermés début septembre. Les voyages en hiver sont en règle générale un petit peu différents. La plupart du temps, on va au nord du pays pour aller, par exemple, à la chasse aux aurores boréales, ou pour aller faire du chien de traîneau, ou pour aller faire des safaris, pour aller voir les baleines, et que ce sont des voyages qui sont très chouettes aussi. Et la seule recommandation que je vous donnerais, c'est
évidemment de faire attention au climat, mais ça je vais vous en reparler un petit peu après. Plus tard dans l'épisode, je vais vous parler du climat en général, pour en gros les 2 saisons, pour l'été et pour l'hiver. Mais la période à laquelle il faut faire attention en Norvège, c'est la période autour de Noël. Entre Noël et Nouvel An. J'en parle dans l'épisode sur les traditions de Noël, mais c'est vrai que c'est une période où tout est fermé, ou presque. Et nous, on s'est fait avoir avec mon copain, parce que notre tout premier voyage en Norvège, on a fait un trip entre Oslo et Bergen, justement, à travers les fjords. Je suis en train de vous préparer un article, et j'en ferai très certainement un podcast aussi, sur des idées, en fait, de circuits pour justement aller voir les fjords entre Oslo et Bergen. En gros, entre 5 jours, 7 jours et 10 jours, je vous donnerai des idées de circuits différents. Mais nous, on s'est retrouvés à Oslo, entre Noël et Nouvel An, et en fait, la période juste avant Noël, c'est très sympa, parce qu'il se passe plein de choses, il y a la préparation de Noël, évidemment, il y a les marchés de Noël, etc. Mais tout ferme pour Noël, et entre ces 2 dates, là, entre Noël et Nouvel An, vraiment, c'est la misère, tout est fermé, tout est éteint, tout est mort. Nous, on était à Oslo le soir du réveillon et on voulait à la base faire un petit peu la fête, quoi. Et on a galéré à trouver un restaurant ouvert, tout était fermé. Et on a tout juste pu aller acheter une petite bouteille de vin ou de champagne, je me rappelle plus, pour célébrer le 31 au soir, mais c'était compliqué en fait, parce que tout était fermé, tout fermait à 15h, donc faites attention à ça. Si vous y allez en espérant avoir de grosses festivités, vous allez être déçus. Passons maintenant au côté logement. Alors, c'est vrai que le plus courant et le plus simple, je dirais, c'est de résider à l'hôtel. Sauf que ici, c'est assez cher. Alors, vous allez me dire, c'est bon, on a compris, hein, tout est cher en Norvège, mais oui, c'est comme ça. Et il y a des possibilités de payer un petit peu moins cher, je vais vous les donner après. Mais c'est vrai que l'hôtel, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher. Encore une fois, hein, comme partout dans le monde, mais en Norvège c'est d'autant plus vrai. Surtout que dans beaucoup d'hôtels, la plupart du temps, le petit-déj n'est pas inclus. Il faut compter une dizaine d'euros par personne pour rajouter le petit-déj. Donc ça fait tout de suite un budget assez conséquent. Il faut compter... Je pense pas que ce soit possible de trouver une chambre d'hôtel en dessous de 150 euros la nuit, un truc comme ça. En sachant que la moyenne, c'est plutôt autour de 200, et ça, c'est pour 2 personnes, donc si vous avez des enfants, ça grimpe tout de suite, et si vous rajoutez le prix du petit-déj, ça fait un gros budget. Alors c'est déjà un gros budget en soi, donc de dormir à l'hôtel, mais ce qui va vous coûter le plus cher si vous résidez à l'hôtel, c'est de manger. Parce que même si vous mangez au restaurant de l'hôtel, même si c'est en mode buffet, c'est assez cher. La plupart du temps, pour pouvoir accéder au buffet de l'hôtel le soir, il faut compter entre 150 et 200 couronnes, donc c'est 15-20 euros quand même par personne. Il y a rarement de buffet en dessous de 15 euros. Donc ça, c'est pour le repas, par exemple, du soir à l'hôtel. Mais si vous allez vous promener toute la journée, il faut aussi manger le midi dehors. Et c'est là que je voulais vous raconter une petite anecdote, puisque nous, on s'est fait avoir aussi lors de notre tout premier voyage en Norvège. C'était vraiment la toute première fois, on n'avait pas du tout encore le projet de venir vivre ici, c'était vraiment à la découverte d'un pays scandinave. On est arrivé un peu au hasard en Norvège, et c'est lors de ce voyage qu'on est tombé amoureux de la Norvège et qu'on a voulu venir après. Mais ce côté manger au restaurant, on s'en souvient, puisque du coup on est arrivé à Oslo en avion. On résidait dans un hôtel en centre-ville, et on était tout content d'être à Oslo. On était arrivé, donc c'était l'hiver, entre Noël et Nouvel An, on s'est dit allez, on va manger en ville. Donc on est allé à Oslo, on s'est cherché un petit restaurant. Il faisait froid, il faisait vraiment très froid cette première fois où on est venu en Norvège. Il faisait, je crois, dans les -15 à Oslo, ce qui est plutôt
pas rare, mais c'est pas très commun d'avoir des températures comme ça à Oslo. Là, il faisait vraiment très très froid. Donc du coup, quand on est arrivé dans ce resto, on avait envie de se réchauffer un petit peu, donc on s'est dit on va se prendre une entrée, on s'est pris une soupe. Ensuite, on s'est pris un plat principal, je sais plus ce que c'était. Et puis, comme c'était les vacances, qu'on était content, qu'on voulait célébrer le début des vacances, etc., on s'est pris un verre de vin et un deuxième verre de vin. Donc on s'est pris chacun 2 verres de vin, une entrée, une soupe et un plat principal. Et quand l'addition est arrivée, là on s'est regardé et on s'est dit « mince, on en avait pour plus de 100 €, pour nous deux, hein, mais du coup on s'est dit « attends, on reste 10 jours ». À l'hôtel, on n'a pas le petit-déj, donc il faut rajouter le prix du petit-déj tous les jours pour nous deux pendant 10 jours. Et il faut qu'on mange dehors, midi et soir. Donc là, on s'est dit, comment on va faire si ça coûte ça de manger dehors ? Donc là, certes, c'était un resto un petit peu luxe, un petit peu classe, etc. Vous pouvez trouver en Norvège, en gros, des plats autour de... Bon, il n'y a pas grand-chose en dessous de 200 couronnes, hein, quand même. Même les grosses salades composées, etc., ça va être 180 ou 170 couronnes, mais c'est plutôt dans les 200-250 couronnes les plats principaux. Ça fait 20-25 € par personne. Et les boissons sont très chères, donc les sodas sont chers aussi, mais l'alcool est cher, que ce soit pour une bière ou pour un verre de vin, il faut compter dans les 10 €. Il n'y a rien en dessous de 10 €, vous trouverez peut-être quelques verres de vin à 8-9 €, mais c'est très très rare en général, c'est plutôt entre 10-15 €. Donc vous voyez, l'édition monte très vite. Les cafés aussi sont assez chers dans les restaurants. Hein. Un café allongé, un americano, c'est dans les entre 2 et 4 € en fonction des endroits. Donc, si vous buvez 2-3 cafés comme ça par jour, du coup ça grimpe très vite. Là je fais encore une petite parenthèse parce que je suis en train de préparer aussi un épisode de conseils pour moins dépenser en Norvège, encore une fois avec les 2 facettes, pour le côté touristique quand vous venez en vacances, et pour le côté intégration, installation pour les nouveaux arrivants. Donc là on s'est dit, mince, il va falloir faire autrement, donc du coup, on s'est pas fait des restos comme ça, hein, tous les jours évidemment, on s'est acheté de quoi faire des sandwichs, on essayait de se manger des plats un petit peu plus petits, un petit peu moins chers, etc. Mais bon, à partir du moment où on entre dans un resto et où on se pose et où on mange, même si on essaye de choisir ce qui coûte le moins cher, tout est quand même un peu cher, et c'est vrai que quand on est là l'hiver, qu'on marche toute la journée, qu'il fait moins 15 et qu'on a froid, on a envie de rentrer quand même dans un restaurant et de se poser, quoi. On n'a pas forcément envie de se manger une petite salade dehors, assis sur un banc. Donc ça, c'est vraiment un point à prendre en considération si vous voulez résider à l'hôtel, c'est de vraiment penser au côté repas, surtout si vous venez avec des enfants, du coup la facture grimpe vraiment très très vite. Si vous tenez absolument à être en hôtel, mon conseil, ce serait de faire ce que j'ai fait du coup pour notre 2e voyage en Norvège. Là, on est allé à Tromsø, donc à 350 km au nord du cercle polaire, justement à la chasse aux aurores boréales. Et là, en fait, dans la recherche d'hôtel, quand je préparais le voyage avant de partir, j'avais fait je crois que c'était sur Booking que j'avais pris l'hôtel. Et quand on fait la recherche d'hôtel, moi j'ai classé par prix pour commencer par les moins chers, etc. Et en fait, mon conseil, ce serait d'essayer de descendre un petit peu dans la liste, dans les hôtels qui sont un petit peu plus chers, et regarder justement ce qui se passe en termes de repas. Parce qu'il y a certains hôtels qui proposent des pensions presque complètes, c'est-à-dire que le petit-déj est inclus. Et moi j'avais trouvé pour notre séjour à Tromsø, c'était vraiment super, on était en plein centre-ville, c'était un super hôtel un peu luxe, avec un sauna, avec baie vitrée qui donnait sur le fjord, etc. C'était magnifique. Et en fait ce qui était super avec cet hôtel, c'était qu'il proposait un goûter tous les jours, c'était je crois à partir de 15h30, un truc comme ça. Donc c'était un goûter gaufre, je crois que c'était gaufre, crêpes, fruits, yaourt, un peu comme un gros petit-déj. Il proposait ce goûter-là gratuitement, du coup, pour les résidents de l'hôtel. Et il y avait le soir un dîner inclus aussi, je crois que c'était en mode buffet. Mais du coup, il y avait quand même 3 repas qui étaient inclus. Donc on s'est dit, le
le goûter et puis le dîner devrait suffire. Et effectivement, on n'avait plus qu'à gérer le côté lunch, déjeuner du midi. Et dans la plupart des hôtels, vous pouvez le matin payer un surplus au buffet du petit déjeuner pour vous faire des sandwichs ou prendre à emporter en fait un mat packer, donc un petit lunch pour la journée en le prenant au buffet du petit-déj le matin, et il faut payer en plus évidemment, mais du coup ça revient quand même moins cher que de manger dehors. Donc des formules comme ça peut être très intéressant parce que du coup sur la liste de prix quand vous choisissez votre séjour, vous vous dites « Ah bah oui, mais c'est vachement plus cher, c'est presque le double ». Oui, mais réfléchissez à ce que vous allez dépenser si vous restez 10 jours à 4 personnes que vous devez manger midi et soir dehors, et comparez avec ce prix, et au final, ça revient vraiment moins cher de faire ça. Donc si vous tenez absolument à être en hôtel, mon conseil, ce serait de chercher un hôtel qui propose des pensions complètes ou semi-complètes. Mais ce qui reste quand même le plus intéressant, je trouve, c'est de chercher des logements en Airbnb. Donc moi, c'est vrai qu'au début, quand on a fait nos 2 premiers voyages, là par exemple, on était en hôtel, j'avais pas trop ce réflexe, il y a quelques années, d'utiliser Airbnb. Ça existait déjà, hein, ça existe partout dans le monde, ça existait même en France, etc. Mais c'est vrai que c'était un petit peu moins utilisé, un petit peu moins connu, moins réputé, et moi-même je l'utilisais pas. Et en fait, en Norvège, c'est vraiment très intéressant parce que, comme je vous ai déjà dit dans plusieurs épisodes, les Norvégiens ont beaucoup de résidences secondaires, plus tous les chalets, donc les hytta. Quelquefois, ils en ont plusieurs par famille. Et en fait, il y en a beaucoup qui louent ces cabines-là. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de logements disponibles en Airbnb en Norvège. Si vous regardez sur la carte Airbnb, c'est vraiment flagrant, il y en a de partout. Le premier avantage auquel je pense par rapport au Airbnb, que j'ai pas précisé avant pour le côté hôtel, c'est que si vous prenez un hôtel qui est vraiment en centre-ville, dans Oslo par exemple, eh bien il y a beaucoup d'hôtels où il n'y a pas de parking inclus, il faut payer en plus. Et ça c'est pareil, ça peut le cumul de tout ça en fait représente une grosse somme parce que ça peut être entre 10 et 30 euros par jour de parking pour laisser votre véhicule le soir quand vous rentrez à l'hôtel jusqu'au lendemain matin. Donc ça c'est valable dans plein d'hôtels qui se trouvent dans les centres-villes, alors que dans les Airbnb, ça arrive aussi, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent. Dans la plupart des logements Airbnb, vous pouvez laisser votre voiture gratuitement à côté du logement. Donc ça c'est un premier avantage. Deuxième avantage, eh bien du coup, c'est le côté repas, où là, vous pouvez manger chez vous, dans le logement, vous faire à manger. Pour le midi, vous pouvez vous faire des sandwichs, des salades, des quiches, tout ce que vous voulez. Du coup, ça revient quand même beaucoup moins cher de se faire à manger soi-même et d'emporter, plutôt que de manger dehors. Même si c'est pas forcément au restaurant, mais par exemple si vous vous achetez de quoi faire des sandwichs, mais que vous achetez juste pour faire des sandwichs une seule fois, quand vous êtes dehors, et ben du coup d'acheter le gros morceau de pain avec, je sais pas, du beurre, du jambon, du fromage, de la salade par exemple, et ben du coup ça coûte quand même cher. Alors que si vous achetez ça, mais que vous êtes en logement avec une cuisine, un frigo, etc., que vous pouvez conserver les aliments et qu'avec ce que vous avez acheté, vous pouvez vous faire des sandwichs pour plusieurs jours, du coup tout ça diminue les frais. Autre point positif avec les logements Airbnb, et ça je l'ai découvert là, il y a quelques semaines, quand je suis allée en vacances à Fjærland, parce que d'habitude on a rarement beaucoup de temps en commun avec mon copain pour les vacances. D'habitude c'est plutôt une semaine, je crois qu'on est allé jusque 10 jours, mais on a rarement eu plus. Et cette année, exceptionnellement, on avait 2 semaines en commun, donc on pouvait partir 15 jours. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se fait une semaine dans le coin de Fjærland, et puis une autre semaine ailleurs, un petit peu... parce que comme c'est dans la région des fjords, c'est assez compliqué de circuler, on fait tout de suite des grosses distances, etc. Ça, je vous en reparlerai aussi. Donc on cherchait, on s'est dit, on va peut-être se faire une semaine à Fjærland, et puis une semaine ailleurs. Et donc j'ai trouvé un logement en Airbnb très sympa à Fjærland, et ça coûtait 3500 couronnes pour la semaine. Donc vous aurez compris, hein, on divise par 10, en gros 350 € pour la semaine.
Donc je me suis dit, bon bah ok, du coup 15 jours, ça fait quand même 700 €, les 2 semaines, ça fait quand même un gros budget. Et là en fait, sur l'application Airbnb, en mettant les dates pour voir si c'était disponible, j'ai eu la grosse surprise de voir que c'était donc 3500 couronnes la semaine, mais que pour 2 semaines, c'était que 4500 couronnes. Ça n'avait rajouté que 1000 couronnes pour une semaine de plus. Et ça, c'est un truc, je savais que ça se faisait, mais je pensais pas que c'était autant. C'est qu'il y a beaucoup de propriétaires qui font des réductions pour les séjours longs. Mais c'est des grosses réductions. Vous voyez, là, j'ai payé 4500 au lieu de 7000. Donc c'est pas moitié prix, mais presque. C'est vraiment très très intéressant. Donc du coup, quand on a vu ça, on s'est dit, bah ok, on reste 15 jours à Firland, là... Il n'y a pas photo, et puis on roulera un petit peu plus, on se déplacera dans la région en voiture chaque jour, mais on reste dans ce logement-là. Et ça, c'est dû au fait que, comme il y a beaucoup de Norvégiens qui ont ces résidences secondaires, mais qui sont pas forcément près de chez eux, pour eux, c'est compliqué en fait de gérer à chaque fois la gestion entre les locataires, de changer les draps, de faire le ménage, etc. Donc, ils préfèrent avoir des séjours plus longs. Et donc de vous parler des draps, justement, ça me fait penser que aussi, le petit truc à faire attention si vous faites une location Airbnb, c'est que c'était déjà le cas un petit peu avant le virus, mais depuis le virus, c'est encore plus le cas, et c'est presque partout, c'est que les draps pour les lits et les serviettes sont alloués en plus. Donc ça, faut faire attention, faut regarder dans la description, en général c'est écrit, ou sinon si vous avez un doute, vous demandez. Mais en gros, il faut rajouter 100 couronnes, alors ça coûte vraiment pas cher, hein. Là c'était 100 couronnes pour le séjour, hein, total, donc 10 € pour les 15 jours en plus pour louer les draps, et la même chose pour les serviettes. Donc ça, si vous êtes chez vous, que vous partez de chez vous, que vous louez un logement, nous, par exemple, on emmène les draps et les serviettes, comme ça fait ça de moins à louer. Mais si vous êtes en vacances, que vous venez de loin, etc., c'est plus pratique de les louer pour pas se ramener les serviettes trempées après, etc. Mais il faut vérifier ça dans l'annonce. Dans les locations Airbnb, vous aurez vraiment de tout. Vous aurez par exemple des appartements très modernes, très classe, qui sont utilisés en résidence secondaire, ou si les gens partent en vacances, etc. Vous aurez des maisons complètes, ou une partie de la maison, etc. Mais si vous vous orientez vers ces petites cabines typiques norvégiennes, les chalets, donc les hytta, il y a 2 points auxquels il faut faire attention aussi, c'est que si vous classez par prix, et que vous commencez par les prix les plus bas dans votre liste, vous allez vous dire, oh là là, dis donc, c'est intéressant, là il y a une cabine qui coûte que 150 € pour la semaine. Si vous avez un tarif comme ça, faites attention, c'est très certainement une cabine dans laquelle il n'y a ni l'eau, ni l'électricité. Parce qu'en Norvège, en fait, dans ces hytta, dans ces chalets, il y a vraiment de tout. Vous allez avoir des cabines de luxe, très confortables, avec tout le confort moderne possible. Mais vous avez aussi des chalets beaucoup plus précaires, dans lesquels il n'y a pas toujours l'eau courante. Donc dans la plupart de ceux qui n'ont pas l'eau courante, il y a de l'eau quand même, mais à disposition, mais il faut aller la chercher au puits dans le jardin, ou un truc comme ça, avec des seaux, des bidons. Donc ça peut être rigolo pour un week-end, ou vraiment quelques jours, mais c'est vraiment galère. Nous, on a des amis qui ont une cabine comme ça, qui nous la prêtent de temps en temps, donc effectivement, pour un week-end, ça marche très bien, c'est rigolo, c'est sympa. Mais on avait fait un peu l'erreur, entre guillemets, d'y aller un peu longtemps, on avait fait 1 semaine, et du coup c'est un peu chiant quand... Enfin nous on y allait vraiment en mode... on était en vacances, donc pour se reposer certes, mais on aime bien faire des randos, se promener. Donc quand il fait chaud, qu'il fait 27 degrés, qu'on marche dehors toute la journée, qu'on rentre et qu'on peut pas se laver parce qu'il n'y a pas de salle de bain, qu'on peut juste se débarbouiller avec de l'eau... qu'il faut aller chercher avec des seaux, etc. Pour les filles, on peut pas trop se laver les cheveux, c'est compliqué. L'eau, on peut pas trop la boire, donc il faut aller acheter des gros bidons dans les magasins. Pour cuisiner, il faut pour se laver les mains, enfin, tout est un petit peu compliqué en fait, donc faites vraiment attention à ça.
Et puis il y en a certaines aussi dans lesquelles il n'y a pas d'électricité. Donc si vous classez les cabines par prix, regardez bien s'il y a l'eau courante et s'il y a l'électricité, si c'est quelque chose que vous recherchez. Et enfin, dernière possibilité de logement pour visiter la Norvège, c'est le camping. Alors là, c'est un gros sujet. J'ai partagé pas mal de stories dernièrement qui ont fait réagir certains, ou m'avaient dit « Ah là là, mais tu exagères, etc. » En fait, le camping en Norvège, c'est vraiment très populaire, c'est très apprécié, les Norvégiens adorent ça. Et comme cette année, avec le virus, beaucoup de Norvégiens sont restés en Norvège parce que c'était compliqué, avec les possibilités de reprise, de quarantaine, etc., eh bien ça a fait que 80% des campings en Norvège sont complètement full, saturés. Et il y a carrément certains campings où les gens en fait font la queue devant les campings pendant plusieurs jours. Donc là, comme les campings sont vraiment pleins de partout, cette année, il y a deux organisations différentes pour les campings. Certains ont carrément mis en place du coup un booking en ligne. Donc là, on est obligé de réserver en avance. On peut pas du tout arriver au camping et faire un drop-in et se présenter et s'enregistrer au jour le jour. Donc ça, c'est quand même assez compliqué du coup pour ceux qui voyagent en tente ou en camping-car et qui avaient prévu de faire un voyage un petit peu plus libre et de pas prévoir. Donc du coup, dans ces campings-là, eh bien, c'est pas possible. Et d'autres campings carrément qui eux font l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réservation possible, il faut justement se présenter et attendre qu'il y ait de la place de libre, sauf que dans tout le sud là, de la Norvège, c'est tellement plein de partout. Pour mon travail pour la télé norvégienne, là c'est le 4e sujet que je fais là-dessus cet été. Et il y a eu des articles de partout, il y a eu des sujets à la télé, il y a eu des articles dans les journaux nationaux, locaux, etc. Là, c'est du gros délire parce qu'il y a certains campings donc, où il y a 30-35 personnes qui attendent devant l'entrée du camping pendant plusieurs jours pour pouvoir entrer. Donc ils font la queue carrément, ils se retrouvent sur des espèces de parkings, il y en a qui plantent les tentes et tout, enfin c'est vraiment très très impressionnant. Donc ça c'est un petit point auquel il faut faire attention, c'est le côté, effectivement, dans tous les campings on peut pas arriver comme ça et s'installer en fonction de nos envies. En plus du fait que, du coup, comme c'est full, c'est vraiment, pour ceux qui ont vu les stories que j'avais publiées, vous vous rappelez, c'était vraiment, mais très 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 serré, les gens étaient, mais collés. Je crois qu'il y avait même pas 1 mètre de distance, peut-être 1 mètre tout juste entre les caravanes, entre les camping-cars, enfin c'est vraiment, c'est pas du tout une critique contre les campings, c'est juste que, attention, si vous venez en Norvège pour le côté liberté, sauvage, nature, calme, envie d'être tranquille, attention avec les campings, parce que vous allez tomber peut-être sur quelques campings familiaux où il y a beaucoup de gens, où les gens sont très serrés, où il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'aires de jeu, etc. Et c'est pas très paisible, en fait. Donc ça, faut faire attention. Et en plus, c'est pas très bon marché. En fait, c'est assez cher, finalement, les campings. Il faut compter entre 15 et 20 € pour pouvoir poser sa tente, juste sa tente, avec la voiture à côté, sans accès à l'électricité. Ça, c'est la moyenne partout en Norvège. Certains endroits un petit peu plus touristiques, c'est plutôt dans les 25 € la nuit. Donc si vous rajoutez le prix pour l'électricité et dans la plupart il faut repayer pour avoir accès aux douches, pas aux toilettes mais aux douches, dans certains campings il faut payer en plus, et du coup vous arrivez dans les 30-35 € la nuit pour juste poser votre tente. Donc c'est quand même assez cher. Et du coup, le conseil que je vous donnerais, c'est de regarder dans certains campings, ils louent des cabines en fait, donc c'est comme des chalets. La plupart du temps, il n'y a pas l'eau courante dans les chalets, donc il faut quand même aller utiliser les arrivées d'eau du camping et les sanitaires du camping pour se faire à manger, mais il y a l'électricité dans le chalet, et puis on est dans du dur surtout, donc on dort mieux, etc. Nous, on l'a utilisé il y a 4 ans, je crois, on était allé faire du camping dans le Télémark, on était en tente,
On était bien équipés, mais pas tout à fait assez. En fait, on avait vraiment une petite tente, là, les tentes qui se jettent. D'ailleurs, c'était cette année-là où j'avais fait la vidéo qui se trouve sur ma chaîne YouTube pour comment replier ces tentes 2 secondes Décathlon qui se jettent. Et on a eu vraiment une période avec beaucoup de pluie, il faisait froid, tout était trempé, ça séchait pas, donc ça c'est les joies du camping, hein. Mais on n'était pas forcément en montagne, on n'était pas en grosse altitude, mais il faisait assez froid, la nuit il faisait dans les 8 degrés, et du coup tout était trempé, on n'avait pas beaucoup de temps de vacances, donc moi je me disais je vais finir mes vacances, je vais être crevée, etc. Donc du coup on a voulu louer ces petits chalets, et en fait souvent c'est à peine plus cher que le prix de la tente. Donc là nous c'était 20 euros, 25 euros je crois la nuit, sans l'électricité pour la tente, et je crois que le chalet il était à 30 ou 35 euros. Donc c'était un peu plus cher certes, mais quelquefois pour 10 euros de plus vous avez l'accès à cette cabine. Donc c'est une option à prendre en considération. Alors c'est possible de trouver des campings où c'est vraiment calme, où il n'y a pas beaucoup de monde, etc. Mais il faut chercher un petit peu, et puis il faut faire attention de ne pas se poser dans le premier camping que l'on trouve, surtout si on est dans les zones vraiment touristiques. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, je veux faire du camping sauvage en Norvège. Alors, certes, c'est une possibilité, et la Norvège, c'est un pays où le camping sauvage est autorisé, partout, sauf dans les parcs nationaux. Et il y a quelques règles à respecter. Il faut se trouver à plus de 150 mètres des habitations. Si vous voulez planter votre tente dans un espace où il n'y a personne autour, mais qui est un espace privé, il faut demander l'autorisation. Et il ne faut pas laisser de déchets, évidemment. Mais c'est vrai que le camping sauvage est autorisé partout, donc ça c'est plutôt cool. Alors après, comme je viens de vous dire, il faut être bien équipé quand même, parce que le climat en Norvège, dans le centre de la Norvège, etc., il peut vraiment faire froid, il peut y avoir du vent, il peut pleuvoir pendant longtemps, etc. Donc il faut être quand même bien équipé, mais en tout cas c'est une possibilité. Et c'est vrai que c'est une bonne option pour visiter des coins qui sont chers, comme par exemple les Lofoten. Je vous le dis tout le temps, la Norvège c'est un pays où tout est cher, mais les Lofoten, c'est encore un peu plus cher que dans le reste du pays, en fait. C'est vraiment une partie à part de la Norvège, parce que c'est un petit peu isolé, et parce que c'est loin, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont importées, qui sont plus chères, et tout coûte plus cher. Les logements, la nourriture, l'essence, tout coûte vraiment plus cher. Donc c'est un gros budget d'aller en vacances aux Lofoten. Après, ça vaut le coup parce que c'est magnifique. Moi, j'ai eu la chance d'y aller une fois pendant presque 3 semaines pour un tournage pour Ushuaïa TV. C'était génial, simplement j'étais en mode boulot, donc c'est vrai que je profitais quand même qu'à moitié, donc je rêve d'y retourner en vacances, et je le ferai très certainement, mais je ne sais pas quand. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui font du camping sauvage aux Lofoten, et presque tous les ans, les Lofoten sont victimes de leur succès, comme plein d'endroits en Norvège. Et en fait, c'est parce que les infrastructures et tout ce qui se trouve dans ces lieux-là, en fait, ne sont pas faits pour accueillir autant de touristes. Donc à chaque fois, tous les ans, ça pose un problème de poubelles, de sanitaires, de gens qui sont en camping-car ou en camping sauvage, qui laissent des déchets dehors, qui vident les cuves des toilettes, etc. Ça pose vraiment plein de problèmes de ce genre. Et du coup, il y a de plus en plus d'endroits dans lesquels le camping sauvage est contrôlé, restreint, voire interdit, alors que à la base, eh bien, c'est le principe du Allemannsretten, cette loi norvégienne qui est le droit d'accès à la nature pour tous. Il y a de plus en plus d'endroits où le camping sauvage est interdit, donc je sais qu'il y a quelques endroits au Lofoten où maintenant il y a des panneaux et où on n'a plus le droit de se poser.
Là, en vous préparant cet épisode, j'ai lu justement hier un article où il présentait une nouvelle infrastructure qui vient d'être construite au Lofoten, donc avec des toilettes, de l'eau à disposition et puis un endroit pour vider les sanitaires des camping-cars. Donc ils sont en train de construire des nouvelles infrastructures, mais pour l'instant, il n'y en a encore pas assez. Et il y a aussi pas mal d'endroits qui se trouvent au début de randonnées assez connues, comme je crois celle de Preikestolen, celle de Trolltunga, où en fait beaucoup de gens y allaient la veille, ils se posaient en tente pour la nuit, pour être près du départ pour le lendemain matin. Et en fait, ça donnait lieu à des espèces de camping improvisé, en fait, sauf que y a pas de poubelle, il y a pas de sanitaire, etc. Donc ça a posé plein de problèmes. Donc il y a de plus en plus d'endroits comme ça où c'est interdit. Et il y a vraiment beaucoup de camping-cars en Norvège l'été, donc il y a des infrastructures, il y a des endroits pour pouvoir prendre de l'eau, vider ses toilettes, etc. Mais il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas beaucoup. Et de ce qu'on m'a raconté, du coup, c'est un peu compliqué de circuler en Norvège en camping-car parce qu'il y a pas mal d'endroits où on n'a pas le droit de circuler et il n'y a pas assez d'endroits pour vider les sanitaires. Donc ce sont des points auxquels il faut faire attention. Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de ces conseils pour bien préparer son voyage en Norvège. Je vous parlerai du climat et des vêtements, du déplacement et des activités à faire. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. À bientôt!